Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 5 novembre 2021, au sommaire ce soir. L'Assemblée nationale a voté ce vendredi l'adoption du projet de loi Vigilance sanitaire. Ce texte permet d'élargir le recours au pass sanitaire au moins jusqu'au 31 juillet 2022. Nous entendrons dans ce journal la réaction de Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie et opposant du pass sanitaire. Et puis direction Saint-Joriot pour notre long format. Lucas Ruche a assisté à un stage de perfectionnement destiné à des membres de la batterie fanfare. En Haute-Savoie, ils sont près de 400 et vous le verrez, l'heure est à la transmission. Je vous lisais en titre, l'Assemblée nationale a adopté ce vendredi 5 novembre le projet de loi Vigilance sanitaire avec 118 voix pour et 89 contre. Ce texte autorise notamment le recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Je vous propose d'écouter Loïc Hervé à ce sujet, sénateur de Haute-Savoie. Cet entretien a été réalisé un peu plus tôt dans l'après-midi. Loïc Hervé, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. On connaît votre position farouche au pass sanitaire. Que vous inspire cette adoption du projet de loi Vigilance sanitaire par l'Assemblée nationale qui élargit notamment le recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 ? Cette décision, cette loi qui vient d'être adoptée par le Parlement m'inquiète énormément parce que le pass sanitaire contre lequel je me suis battu et je me bats toujours ne devait pas durer. Et aujourd'hui, la loi dit que le gouvernement peut avoir recours à ce pass sanitaire de manière durable. Le pass sanitaire va durer dans nos vies, va perdurer. Et ce risque d'accoutumance au contrôle social et au fait de devoir justifier d'un état de santé, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément sur le plan des principes, mais aussi sur le fait que le pass sanitaire ne sert quasiment plus à rien. Plus de 90% des Français vaccinables ont reçu au moins une première dose de vaccin. Et je l'ai déjà dit, je suis pour la vaccination et je suis moi-même vacciné. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir abandonner un certain nombre de mesures qui sont privatives de liberté. Le couvre-feu, il s'est arrêté. Le confinement, il s'est arrêté. Il faut que le pass sanitaire, désormais, s'arrête. Ce texte est loin de faire l'unanimité, notamment au Sénat, qui l'a rejeté en bloc ce jeudi. Vous n'avez d'ailleurs pas pris part au vote. Moi, je n'ai pas pris part au vote parce que je suis un opposant au pass sanitaire et que le Sénat a rejeté le texte sans même l'examiner. On est au Parlement pour écrire la loi. Je suis un opposant au pass sanitaire, mais j'ai pris un pas de recul sur ce vote parce que j'estime que, pour le coup, la deuxième chambre a quelque part renoncé à son pouvoir parlementaire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec l'adoption de ce projet de loi, on est reparti pour un tour ? Ça ne se terminera jamais ? On est dans une logique d'escalier. La question, c'est de savoir à quel moment on va décider de descendre une marche, plutôt que de monter successivement différentes marches. Je rappelle que le pass sanitaire a été créé en avril 2021 pour ne durer que quelques semaines, uniquement pour des grands événements sportifs et culturels. Puis il a été généralisé en juillet. Et désormais, il va pouvoir être prorogé jusqu'en juillet 2022. Ça, c'est une préoccupation pour moi de voir finalement quelque chose qui ne devait pas durer s'installer dans nos vies. Vos mots pour qualifier le pass sanitaire sont assez forts, notamment sur Twitter. Vous êtes très actif. On a le sentiment que c'est presque le combat d'une vie, la suppression de ce pass. Vous venez d'ailleurs de signer un recours au Conseil constitutionnel. Alors, ce n'est pas le combat d'une vie parce que je suis fort heureusement présent sur plein d'autres choses, d'autres textes, mais qui sont évidemment moins au cœur de l'actualité. Je peux parler des pompiers ou je peux parler de la sécurité intérieure, notamment des drones, qui sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Là, il se trouve que membre de la commission des lois du Sénat depuis 4 ans, membre de la CNIL depuis 7 ans, ce que j'ai pu pressentir il y a quelques mois est en train de devenir réalité. Donc, moi, je ne lâche pas un combat quand je le démarre. Et donc, oui, j'irai au bout de tout ce que je peux faire pour que ce pass sanitaire disparaisse de la vie quotidienne des Français. Merci beaucoup, Loïc Hervé. Les députés étaient décidément sur tous les fronts ces derniers jours puisque la création du contrat engagement jeune a été également adoptée par l'Assemblée nationale. Le dispositif s'adresse à toutes les personnes de moins de 26 ans durablement, sans emploi ni formation. Il aidera les jeunes grâce à un accompagnement professionnel, moral et financier d'un montant pouvant aller jusqu'à 500 € par mois. Sarah Ellery, la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement, était en visite à Chambéry, dans les locaux de la mission locale Jeunes, pour présenter les contours de ce programme. On l'écoute au micro de Lucas Ruche. Là, moi, je le conçois dans un rôle donnant-donnant. C'est l'esprit du contrat d'engagement. Un jeune qui est ici, un jeune qui se lève, un jeune qui est assidu, qui se donne les moyens d'apprendre, oui, l'État doit être à ses côtés. D'abord pour créer la rencontre avec les entreprises, avec les associations, avec les formations, mais aussi d'aider financièrement quand il en a besoin, pour qu'il ne soit pas en situation de précarité et qu'il soit en capacité d'aller chercher ses rêves, qui sont le plus important. Il y a des rencontres qui sont nécessaires, un peu de mixité sociale, un peu de rêves partagés et un peu de réseau. Il y a plein de jeunes qui n'en ont pas. Les missions locales, c'est aussi le réseau de ceux qui n'en ont pas.
On a fait une première étape en créant la boussole des aides. Donc c'est sur le site unjeune-une-solution.gouv.fr où le jeune répond à un quiz et on lui dit à quoi il a le droit. Mais au-delà de cette réponse-là, le vrai enjeu, c'est que les jeunes sachent où aller. C'est pour ça qu'avec le contrat d'engagement, ce que nous faisons, c'est évidemment l'accompagnement dans les missions locales. Et chaque jeune qui a besoin, cette mission, les missions locales sont faites pour lui, pour elle, il faut pousser cette porte. Et au-delà de ça, demain, les accompagnements, ils seront faits par Pôle emploi, par des associations qui sont sur les territoires et qui connaissent les jeunes. Donc oui, pour élargir les dispositifs sur tous les acteurs de nos territoires, mais aussi aller chercher les jeunes. Et c'est pour ça qu'on m'a présenté également des dispositifs d'aller vers, où ce sont les adultes qui vont chercher les jeunes qui en ont le plus besoin. Direction le Genevois français à présent. La première pierre a été posée ce vendredi matin à Collonges-sous-Salève pour la création d'une passerelle piétonne et cyclable entre les deux parties du village. Cet axe très fréquenté était réputé dangereux pour les usagers des mobilités douces. Dans 6 mois, ils auront à leur disposition leur propre pont. Coût total de l'opération, 810 000 €, financé par la municipalité, la société ATMB et le département de Haute-Savoie. Plus de précisions dans ce reportage de Lucas Ruche. Cela faisait un moment que les Collongeois et Collongeoises l'attendaient. Une passerelle piétonne et cyclable entre le bas de Collonges et le bourg d'en haut. Pour l'instant, seul ce pont routier surplombant l'A40 connecte les deux parties de la commune. La pose de la première pierre a eu lieu en présence de Valérie Torré-Mérez, de Thierry Repontin et de Martial Sadier, respectivement maire du village, président d'ATMB et président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Ces 3 entités étant les contributeurs à part égale de cette nouvelle passerelle. Moi, je connais un certain nombre de personnes qui disent à partir du moment où il y aura la passerelle, on n'hésitera plus, on prendra notre vélo. Mais jusqu'à présent, c'était vraiment quelque chose de difficile parce que il y a surtout dans le sens de la montée où les cyclistes étaient, disons, les automobilistes avaient un petit peu de mal à patienter derrière les cyclistes et donc il y avait des manœuvres qui étaient un petit peu dangereuses. Alors ce pont à Collonges sur l'autoroute, c'est ce qu'on appelle un point noir. C'est-à-dire que c'est un passage obligé pour les piétons, les vélos, et qui n'est pas du tout adapté, et qui est très dangereux. C'est d'ailleurs à titre personnel un endroit que je connais bien, puisque c'est le passage obligé pour monter au col de la Croisette, une montée très difficile à Collonges, qui est très appréciée pour les bons grimpeurs en vélo. Et donc nous avons décidé avec le conseil municipal de Collonges, avec la société d'autoroute et le département, puisque nous finançons à même hauteur que la société d'autoroute, eh bien de faire sauter ce point noir, tout simplement en faisant cette passerelle piéton-vélo, de manière à ce qu'on puisse passer par-dessus l'autoroute en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 6 mois de travaux seront nécessaires pour livrer cette passerelle douce. Une passerelle qui dynamisera la commune de Collonges-sous-Salève. Je suis à présent en liaison vidéo avec Martine Berthet pour parler des conséquences de la hausse du coût de l'électricité. Madame la sénatrice, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. Vous avez récemment adressé un courrier à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, pour l'interpeller sur la situation des TPE et PME qui doivent faire face à ces hausses de l'électricité. Oui, effectivement, on se trouve actuellement face à un record historique du coût de l'électricité qui impacte bien sûr les ménages, mais qui impacte également nos industries, nos entreprises, pas seulement les grosses industries, d'ailleurs aussi les TPE, PME. C'est une situation chez les hyper-électro-intensifs, comme nous en avons par exemple près de Moutier avec MSSA Métaux Spéciaux. Et chez eux, l'électricité représente le seul levier de coût de leur production. Et là, on va arriver à des coûts très élevés qui vont complètement obérer leur compétitivité au niveau international. Est-ce que vous avez le sentiment que ces hausses du prix de l'électricité peuvent avoir des conséquences sur la santé financière de ces entreprises ? Oui, bien sûr, d'autant que ces hausses qui réduisent leurs marges, ces hausses interviennent à un moment où elles doivent engager des transformations, des modernisations de leur production pour faire face aux impératifs du changement climatique et de production qui doivent être décarbonées. Donc effectivement, elles ont ce double impact à la fois sur leur coût de production et donc plus de compétitivité, donc moins de ventes, mais aussi ne peuvent pas engager les travaux qu'elles devraient engager pour ne pas avoir à subir les taxes carbone. Et par ailleurs, on voit bien que certaines industries se posent même la question déjà d'arrêter complètement leur production. Certaines TPE, PME qui produisent des engrais, par exemple, sont d'ores et déjà à l'arrêt.
Quelle solution préconisez-vous? Alors, je demande au gouvernement qu'il mette en place à nouveau le système des contrats de long terme pour ces entreprises qui ont absolument besoin de l'électricité pour leur production. Ces contrats à long terme, cela fait longtemps qu'elles les réclament. Ils existaient avant. À présent, on peut considérer que le marché de l'électricité est suffisamment ouvert pour que EDF ne soit plus considéré en position dominante. On va voir là, d'ici 2025, des renégociations au niveau de ce que l'on appelle l'AREN. L'AREN, c'est sur des accords sur les coûts de l'électricité nucléaire historique. Et ces accords doivent être renouvelés en 2025. Il faut d'ici là vraiment pouvoir prévoir à nouveau ces contrats de long terme, alors 3, 6, voire beaucoup plus d'années pour nos industries. Ce courrier date du 20 octobre dernier. Est-ce que vous avez eu depuis une réponse de Monsieur le maire ou de son cabinet? Alors non, pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Par contre, j'ai eu un entretien avec un collaborateur en charge de ces sujets au cabinet de Bruno Le Maire. Le gouvernement travaille dessus, mais pour l'instant, n'envisage pas de remettre en place les contrats long terme. Il y a une autre proposition qui pourrait être aussi d'augmenter ce volume de l'AREN propre aux industriels, mais pour cela, il faut un ajustement législatif, puisque ce coût de l'électricité est couplé aussi au coût de l'électricité pour les ménages. Donc il faut absolument arriver à découpler les deux de façon à augmenter le volume de l'AREN, donc de coûts, on va dire, plus bas de l'électricité pour nos industries, sans pour cela impacter le coût pour les ménages. Merci beaucoup, Martine Berthet. Je vous en prie, merci. Une fois par mois, le vendredi, nous vous proposons un long format. Connu pour leur utilisation durant les commémorations militaires, les batteries fanfares forment un orchestre musical d'instruments à cuivre naturel. Elles font aujourd'hui partie de la tradition savoyarde. Depuis peu, leur composition musicale se libère et les jeunes chefs d'orchestre et les jeunes musiciens apportent leur lot de nouveautés. En Haute-Savoie, il y a environ 400 membres associés dans les 19 sociétés de batteries fanfares. Les plus motivés d'entre eux ont participé à un stage de perfectionnement organisé par la Fédération départementale à Saint-Joriot. Lucas Ruche était présent sur place et il a tendu l'oreille pour nous. Ce jeune chef d'orchestre dirige pour la toute première fois l'une de ses compositions musicales. Lui, comme les 61 membres de cette batterie fanfare, se sont réunis pour un stage d'apprentissage et de perfectionnement. Les musiciens, âgés de 10 à 75 ans, ne connaissaient pas les partitions. Ils ont tout appris en 2 jours, sous l'œil, le doigt et la baguette de leur directeur musical. C'est vrai que tout n'est pas encore parfait parce qu'on n'a eu que 2 jours pour monter tous ces morceaux et des morceaux qu'ils n'avaient jamais vus. Personne n'avait jamais vu ces morceaux-là, ouais. Jamais joué en fait. Donc ouais, le projet c'est ça et c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné là, ce stage. On était très heureux de le diriger et puis après, ouais, comme vous dites, je pense qu'il y avait de l'émotion en tous les cas et c'est ça qu'il faut retrouver dans la musique. Ça c'est clair, c'est la base, quoi. Clément est étudiant au conservatoire d'Annecy. Il rêverait d'orchestrer plus tard les musiciens de la garde républicaine. Il sait que la batterie fanfare peut lui permettre d'atteindre ce but. C'est une très grande émotion de voir 60 musiciens de jouer son morceau parce que mon morceau je l'ai fini il y a même pas un mois. Une fois que j'ai demandé à Lionel Rivière si on pouvait jouer mon morceau, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Et déjà à ce moment-là, c'est une surprise, c'est une certaine émotion. Et là, le voir, le diriger là, il y a à peine 1 heure, on se le prend à la tête. Enfin, c'est une émotion très forte. Mais il n'y a pas que Clément qui s'émancipe dans la batterie fanfare. Beaucoup d'enfants et jeunes adultes composent cet orchestre très hétéroclite. Ils me disent que c'est pas grave si je fais des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. En fait, c'est bien de faire de la musique avec des gens assez sympas autour de soi
Et aussi, par exemple, il y a aussi des gens de mon âge, donc je peux discuter avec eux et donc c'est plus sympa pour faire de la musique. Et c'est vrai que de voir le fait qu'il y a plein de jeunes qui intègrent de plus en plus la fanfare et qu'on fasse ce genre de stage, qu'on découvre de nouveaux morceaux, que ça se renouvelle à chaque fois, ça peut que encourager tout le monde. Bien que les premières notes furent hésitantes, les progrès des stagiaires sont notables. Il y a quand même beaucoup de mieux par rapport à la version 1.0 là. Arnaud est professeur de musique. Il constate que la jeunesse apporte son lot de nouveautés à l'écriture musicale de la fanfare. L'avantage d'avoir des jeunes dans des ensembles, c'est que ça fait bouger les choses. Et en même temps, ça fait aussi se poser des questions pour l'encadrement, pour l'évolution, etc. On vit avec notre temps, évidemment, même si les instruments sont anciens. On est comme tout le monde, on écoute de la musique, on est influencé. On a des idées, on a plein de choses qui se passent, c'est ce qui fait que c'est vivant, hein, la musique vivante. Donc oui, ça évolue dans ce sens-là, ça évolue avec les personnes qui la constituent, puis je vais même plus loin, ça évolue selon les régions. Ici, en Haute-Savoie, on a beaucoup de batteries fanfares avec des corps des Alpes. Si on va faire un tour en Bretagne sans caricature, il n'est pas rare qu'on croise aussi des projets avec cornemuse ou avec biniou, etc., etc. Donc ça, c'est lié. Un réel esprit familial flotte parmi la soixantaine de musiciens. Cela fait 40 ans que Serge y fait ses gammes et il n'est pas encore prêt à se retirer. Tout le monde, les jeunes, n'importe qui, on est vraiment solidaires et surtout, non seulement on fait de la bonne musique, mais en plus de l'amitié. On a beaucoup d'amitié dans toutes les formations d'ailleurs que je connaisse. On a toute l'amitié qui est en premier. Et voilà. Avant de fêter leur 50e anniversaire en 2023, 3 concerts sont prévus par la Fédération des batteries fanfares de Haute-Savoie dès avril 2022. Un dernier mot avant de se quitter. Le domaine nordique de Bessan en Haute-Maurienne vanoise ouvre ce samedi 6 novembre sur une boucle de 3 km. Une ouverture possible grâce à la technique du snow farming. 14 000 m3 de neige de l'hiver dernier ont ainsi été conservés sous une couche de sûre afin d'être utilisés. Le domaine nordique sera donc ouvert 7 jours sur 7 de midi à 17h. Avis aux amateurs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Ensuite, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Jaude pour le 4e et dernier épisode de votre émission Panorama consacrée cette semaine à la législation des pratiques en haute montagne. Pascal Brun, pilote d'hélicoptère en montagne, en est l'invité. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous, passez un très bon week-end. La semaine prochaine, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal.